Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de cette édition d'information. Le jeûne musulman, c'est la privation de certains besoins entre le lever et le coucher du soleil, notamment l'alimentation. Quelle alimentation adopter alors pendant le jeûne pour maintenir la santé? Élément de réponse dans cette édition. Le pain tissé africain manuellement était utilisé lors des cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, on le porte avec élégance partout et à toutes les occasions. Et il différencie l'Africain des autres cultures. Le pain tissé est à promouvoir. Et puis le sel de table, sel alimentaire ou sel de cuisine se présente sous différentes formes et est indispensable pour la santé. Aujourd'hui, ce nutriment peut être produit de façon écologique, surtout à base du soleil. La fête islamique de l'Aïd el-Fitr sera célébrée dans quelques jours. Cette célébration marque la fin d'un mois de méditation et de privation de plaisir et de loisirs. Mais à en croire bon nombre de musulmans, les aliments servis lors de la rupture du jeûne sont parfois caloriques et entraînent la prise de quelques kilos. Quel régime alimentaire adopter pour éviter cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de Louis Koudogbo, Nadège Omolali-Sani. Mois de jeûne, mois dédié à la purification du corps et de l'esprit. C'est une obligation pour tout musulman adulte en bonne santé de pratiquer le jeûne et ainsi respecter l'un des 5 piliers de l'islam. Mais au-delà des avantages religieux que procure le jeûne, il assure la bonne santé du jeûneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en disant Al-Ma'ida Baytuda. Nos estomacs sont l'objet de magasins de tous les maux dont nous souffrons. Ce qui veut dire que nous souffrons de ce que nous mangeons. Si l'observance du jeûne de mois de Ramadan peut permettre à certains de diminuer leur poids quand ils étaient obèses, ça fait partie des avantages de l'institution même du jeûne. Si le jeûne permet à certains pratiquants de perdre quelques kilos, l'effet inverse se produit parfois chez d'autres fidèles. Selon les spécialistes de la nutrition, l'alternance entre l'abstinence et l'excès alimentaire nocturne pourrait en être la cause. De bons comportements alimentaires peuvent cependant permettre d'éviter cette prise de poids. Quand on prend notre assiette, on va diviser ça en 3 parties. Un peu comme le drapeau du Bénin, le vert, le jaune et le rouge. Le vert représente 50% de l'assiette, ce qui doit être constitué uniquement de légumes. Les 25 autres pourcents, le jaune, doit contenir des protéines, c'est-à-dire le poisson, la viande et autres. Et les 25 restants, les féculents, la pâte, le riz, la cassa. Mais ce que nous rencontrons, les gens font plutôt l'inverse. Ils prennent suffisamment de féculents, beaucoup de pâtes, des légumes et très peu de légumes, ce qui fausse un peu la notion d'alimentation saine et équilibrée. 30 jours de privation de repas de l'aube au coucher du soleil, c'est ce que recommande le Coran. Il existe cependant quelques interdits alimentaires. Le Coran a cité certaines choses qui sont interdites aux musulmans de ne pas manger avant l'arrivée du mois de Ramadan. Donc ça prend encore plus d'importance pendant le mois de Ramadan. Il s'agit de quoi? La viande du porc par exemple. Une bête qui n'a pas été immolée, ou bien le sang écoulé d'une bête immolée, ou bien une bête qui a été immolée mais sur laquelle on n'a pas appelé le nom de Dieu. Le jeûne, considéré comme précepte religieux, peut, selon les spécialistes, aider à prévenir la survenance de certaines maladies comme les calculs rénaux, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Venons-en maintenant au pain tissé. Il revêt en général une importance capitale dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait également partie des éléments qui différencient l'Africain des autres cultures. Pain tissé africain, des motifs au goût du public béninois, à découvrir dans ce reportage. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la SIA,
Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les sillards. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le panier africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, ça beaucoup, on a beaucoup de noms qu'on donne aux pagnes. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre résistance parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pain qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pain qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Faisons maintenant un tour à la cuisine pour parler du sel, un nutriment qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture, pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel. Une méthode écologique de fabrication est toute trouvée. Elle consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode écologique. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, et utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de donner le feu vert pour l'utilisation du vaccin chinois Sinopharm dans le monde entier. C'est le 6e vaccin à être validé par l'OMS et le premier portant le brevet chinois. L'OMS espère surtout obtenir rapidement des doses supplémentaires pour son programme de partage de vaccins avec les pays pauvres. Sinopharm affirme pouvoir fabriquer 3 milliards de doses par an. Le dit vaccin est déjà utilisé dans au moins 45 pays.
Allons à présent au Zimbabwe où les mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 ont des conséquences directes sur les travailleurs journaliers. Parmi eux, il y a les vendeurs de rue à qui il est interdit la vente à la sauvette. En cas de non-respect des dites mesures, ils sont reprimés par la police. Le reportage de nos confrères de France 24. Un an sans l'autorisation de travailler. C'est ce que vient de vivre cette vendeuse de confiserie. Depuis l'arrivée du Covid-19 au Zimbabwe, les commerces de rue sont interdits. La vie est dure maintenant. Je peux à peine nourrir ma famille. Avant, nous faisions 3 repas par jour. Mais maintenant, nous mangeons un peu pour le déjeuner et un peu plus pour le dîner. Cette mère de 3 enfants passe son temps à fuir les autorités et finit parfois derrière les barreaux. Ce jour-là, elle se fait une nouvelle fois arrêter. La police confisque nos affaires lorsqu'elle nous arrête. Et nous finissons par payer une amende pour être libérés. Puis nous sommes de nouveau à zéro. Au Zimbabwe, moins de 10% de la population active est formellement employée. Le programme alimentaire mondial lance l'alerte et relève une forte baisse du niveau de vie parmi les pauvres des zones urbaines. Sur l'ensemble du territoire, c'est plus de 2 millions de personnes qui luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.